Bienvenue. Si vous venez directement de la vidéo de la Renault R4 e-tech électrique, Bon, écoutez, on approche bientôt les 30 000 abonnés. Et je tenais déjà à vous remercier pour ça. Cette vidéo, elle n'est pas en freestyle. Il y avait quand même pas mal de choses que je devais expliquer, des choses que je dois aussi annoncer, des choses que je dois raconter par rapport à cette chaîne YouTube. Ça fait une suite logique de la vidéo bilan que j'ai fait juste avant le début de l'année 2025, mais c'était un bilan sur l'année, vraiment une année 2024. Là, je pense qu'on va passer un petit peu en revue tout ce qui s'est passé depuis le début de la chaîne. Si vous êtes là depuis le tout début de la chaîne, ça fait du bien de vous revoir et merci beaucoup. Et oui, cette vidéo, je la fais à l'intérieur d'une de mes nouvelles voitures, une Peugeot 206cc, finition Platinum, import Allemagne, que j'ai sauvé de la casse et que j'ai récupéré pour une somme dérisoire. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, je pense qu'on aura le temps d'y revenir plus tard. Avant de commencer la vidéo, je voulais répondre aux questions que vous m'avez posées sous l'onglet communauté et aussi quelques questions que vous m'avez posées sur justement la vidéo des 25 000 abonnés que je devais faire et que je n'ai jamais faite. Je vais prendre quelques questions, peut-être une dizaine, et je vais essayer d'y répondre le plus clairement possible. Donc Cricrit 3D qui me demande, toi qui échanges beaucoup avec Toyota, leur marge de manœuvre en concession, c'est combien? Mis à part la remise constructeur, il me semble difficile d'obtenir plus actuellement. Ok, il faut remettre certaines choses dans leur contexte. J'échange pas énormément avec Toyota. En effet, j'ai un partenariat avec une concession Toyota qui se trouve dans le 91, avec qui je peux vous avoir des petites remises ou quelques avantages clients lorsque vous passez par moi pour commander votre Toyota, que ce soit neuve ou d'occasion. Concernant Toyota France, le siège de Toyota, c'est complètement autre chose. J'opère avec eux via la presse. Les voitures Toyota Goé sur la chaîne, par exemple, ce sont des voitures qui me sont prêtées par Toyota France avec la chef de la presse, Marie, que je salue. Rien à voir avec la mise en relation avec la concession donc, ce qui fait que, oui, pour répondre à ta question de manière un peu plus concrète, il est compliqué d'avoir des remises chez Toyota parce que chez Toyota, on sait ce qu'on vend. Bonjour Davy, fantastique tes vidéos que j'aime beaucoup. Pourrais-tu parler de la longévité des batteries Toyota et au cas de changement, quel coût? Merci. Alors, la longévité d'une batterie Toyota, je vais peut-être remettre le passage de Sébastien du garage Pacemaker qui avait très bien expliqué la question. Alors une batterie hybride, on va déjà savoir qu'il y a deux types de batteries hybrides sur les Toyota et les Lexus. On va avoir des batteries au lithium et des batteries au nickel, qui n'ont pas du tout la même durée de vie, la même utilisation. Mais on va partir du principe qu'une batterie au nickel elle va faire à peu près 3000 cycles de décharge, de recharge, alors qu'une batterie au lithium elle fera 20 000 cycles. Donc c'est pas très parlant tout ça. Concrètement, une batterie hybride de Toyota en nickel, elle va fonctionner à peu près 300 000 km sans trop de soucis. Mais il y a des variantes. On peut avoir des voitures qui ont 15 ans, moins de 100 000 km, et la batterie va tomber en panne. On peut avoir des batteries qui ont 15 ans. Le record que j'ai vu, c'est 650 000 km avec une batterie d'origine qui fonctionnait tout le temps. Elle a fonctionné parfaitement pendant 650 000 km. 650 000 km. C'est exceptionnel. Et je vais faire une petite pub gratuite pour mon copain Sébastien qui lui fait du remplacement de batterie. Il faut compter entre 1500 et 3000 € pour remplacement d'une batterie hybride. Alors, Vitalizio qui me dit « Félicitations, je te souhaite beaucoup de réussite avec ta chaîne qui est très intéressante. » Merci. Merci beaucoup. Pour la question globalement, où se situent les Coréennes face aux Japonaises en termes de fiabilité? Pour répondre à cette question de manière assez rapide et concise, je te dirais que les Coréennes sont quasiment tout autant fiables que des Japonaises. On va mettre vraiment légèrement en dessous la fiabilité générale d'une voiture coréenne. Donc Kia et Hyundai, sur les diesels, il y a quelques problèmes, sur les essences aussi, mais globalement, c'est quand même très fiable. Si on devait faire une tier list, on aurait les voitures japonaises sur le rang S, les coréennes sur le rang A, et derrière, on va directement sur le rang C, D, voire E, avec les voitures européennes et américaines, malheureusement, faut quand même le dire. Question de Raiden. J'aurais voulu savoir ton ressenti sur la baisse des ventes de voitures neuves et le fait qu'elles semblent désormais conçues avant tout pour les boomers et les flottes d'entreprises, qui sont aujourd'hui les principaux acheteurs. Les nouveaux modèles ne font plus aucun compromis, il faut qu'ils soient hauts, spacieux, richement équipés, avec un coffre facile d'accès. Résultat, les berlines et les coupés sont quasiment disparus, ce qui donne l'impression que toutes les voitures se ressemblent. Moi-même, en cherchant une Lexus récente avec Apple Car, j'ai dû me rabattre sur un UX250H, faute de pouvoir acheter une IS ou une CT qui ont disparu du catalogue. À terme, ne risque-t-on pas d'avoir un marché de l'occasion de plus en plus vieillissant? Merci pour ton travail, te mets pas la pression inutilement pour la chaîne, des formats facecam très simples nous conviennent tout autant que tes essais. Face à toi. Merci Raiden. Pour répondre à ta question, c'est vrai que je m'exprime assez peu sur l'état du marché du neuf qui est juste absolument catastrophique en 2025. Au moment où tu as posté cette question-là, ça allait encore.
aujourd'hui, c'est ouf. Globalement, on revient à des niveaux de production et de vente des années 70. C'est pas un bon signe. Je serais moins sévère que toi en disant que les voitures sont conçues pour les boomers ou les femmes d'entreprise. Même si il est vrai que la part d'achat via les entreprises est passée à peu près, je crois, 63%. Je sors le chiffre d'une vidéo de 100 bornes qui fait d'excellentes analyses du marché de vente. C'est sûr que l'automobile des années 2000, où n'importe quelle frange de la population pouvait s'acheter une voiture neuve sans trop transpirer, c'est terminé. C'est quelque chose qui m'inquiète énormément. Je suis pas particulièrement optimiste pour l'avenir de l'automobile en Europe et j'espère sincèrement qu'il va avoir un sursaut parce que sinon on va droit dans un mur qui va pas être sympa. Professeur qui me demande comment expliques-tu la mode du downsizing en automobile alors que les constructeurs comme les japonais, Toyota et encore plus flagrant Mazda sortent des moteurs Atmo de 2 litres voire même 2 litres 5. Surtout, comment expliquer qu'une marque comme Mazda n'ait pas plus de succès que ça? Fiabilité, agrément de conduite, belle finition, prix raisonnable comparé aux allemandes. Bonne continuation à toi, bel été, bonnes vacances et tout le meilleur. Merci professeur, je vais te répondre de manière assez concise. Quand on observe le marché automobile dans sa globalité, on voit que tout ce qui est downsizing est réservé au marché européen, parce qu'on a des normes d'anti-pollution qui sont beaucoup plus sévères que dans les autres continents. Et pourquoi Mazda et Toyota arrivent encore à en produire? Parce que, par exemple, Mazda, le principal marché de Mazda, c'est pas l'Europe. Mazda, en 2024, a vendu plus de véhicules que Peugeot au niveau mondial. C'est logique parce que Mazda est une marque mondiale. Petite marque, mais marque qui reste mondiale. Et Toyota, c'est pareil. Toyota, son marché principal, c'est les États-Unis. Donc là-bas, il n'y a pas de souci de downsizing, de petits moteurs obligatoires pour passer des normes de pollution qui sont beaucoup plus légères. C'est logique. Et par rapport à la deuxième partie de ta question, c'est une question, je pense, de culture automobile. On a un pays qui a quand même de sacrés fers de lance en termes d'automobile, Renault, Peugeot, Citroën, etc. On en est assez fiers et on est assez chauvin. Il suffit juste de voir le succès de la Citroën C3, la nouvelle C3, qui a connu des gros problèmes de production. Ça n'empêche pas les gens de soit la louer, soit l'acheter. Et moi, je suis assez content en fait qu'on continue à acheter des produits français, même si malheureusement ils ne sont plus fabriqués ici. Ça, c'est un autre souci. Après, je ne vais pas pleurer sur le fait que Mazda ne soit pas plus apprécié, pas plus reconnu en France. C'est pas très très grave, parce que Mazda se porte très très bien. Franchement, pas de souci pour eux. Julia qui me demande, Hello Davy, quel est le meilleur véhicule que tu aies eu l'occasion de tester sur ta chaîne? Souhaiterais-tu devenir instructeur d'éco-conduite pour une marque, exemple Toyota? Merci pour tous tes conseils, la qualité de tes vidéos, tant pour le contenu que le visuel. Belle soirée. Merci Julia, les commentaires sont trop adorables. Le meilleur véhicule que j'ai eu à essayer sur la chaîne, c'est sans équivoque, sans hésitation, la Porsche Taycan Turbo S qui était juste incroyable. On est probablement, à ce moment-là en tout cas, on est au meilleur de l'ingénierie allemande en termes de voitures électriques. C'était juste exceptionnel. C'est dommage parce que c'est le genre de vidéo qui vous intéresse pas énormément, ce qui est parfaitement compréhensible, mais cette voiture-là, elle m'a fait du bien. Alexis Super5 qui pose 2 questions, mais j'en prends qu'une seule. Ce serait, quel serait ton daily idéal? Budget 10-15 000 euros. Toyota Auris 2 HSD, donc hybride, en version Touring Sport, en break. C'est économique, il y a de la place, c'est fiable. Donc finit cette partie FAQ avec Mister Algérian qui me pose la question, un abonné que j'aime beaucoup, avec qui j'aime beaucoup communiquer parce que ses commentaires sont vraiment géniaux. Bref, s'il est là depuis la première heure. Salut Davy, envisages-tu de faire des vidéos de voitures pertinentes, dans le sens de voitures anciennes ou récentes d'occasion accessibles à toutes et à tous? Sans forcément rentrer dans la politique et dans les détails, penses-tu que les ZFE seront réellement enterrés définitivement suite au dernier vote à l'Assemblée nationale? Personnellement, je ne le pense pas. Je réponds directement à la fin de ta question. Moi non plus, je ne pense pas que les ZFE seront définitivement enterrés parce que les ZFE, c'est une directive européenne. Donc, je pense que nos députés vont rapidement rentrer dans le rang vis-à-vis de ça et qu'il va y avoir une correction forcée parce que c'est l'Europe qui décide. Encore une fois, on ne va pas parler de politique. Je ne vais pas exprimer ma position sur les lois européennes et leur impact sur la France, mais oui, les ZFE, c'est quelque chose d'européen, c'est en Allemagne, c'est en Belgique, c'est en Espagne, il me semble, c'est aussi en Italie, même si les Italiens, il me semble, les ont supprimés. Enfin, il y avait une histoire comme ça, ou les Espagnols, je sais plus. Donc, il va falloir trouver un arrangement parce que, oui, j'avoue que j'ai été un petit peu taquin lors de l'annonce de la fin des ZFE sur mon compte Instagram. En étant plus sérieux, on peut pas se réjouir que des voitures qui polluent quand même énormément. Attention, je parle de très très vieilles voitures qui émettent énormément de NOx et compagnie, de particules assez compliquées au niveau de la santé. On ne peut pas sérieusement se réjouir qu'elle soit de nouveau autorisée à rouler dans les grandes agglomérations. Par contre, je continue de penser qu'il est stupide d'interdire à la circulation des voitures aux normes Euro 3 ou 4 qui sont, en termes de pollution et de santé humaine, toujours acceptables. Je veux dire, ça marche quoi. Une Twingo 1,2 litre 75 chevaux de 2004-2005, il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas rouler dans une agglomération, ça n'a juste aucun sens. Je pense sincèrement, et je l'avais écrit en commentaire, que cette réflexion, elle doit repartir du bas, de la base, du terrain, interroger les Français et les Françaises sur comment on peut faire
parce qu'on ne peut pas rester comme ça, c'est évident, mais on doit trouver une solution qui puisse convenir au plus grand nombre. Non, je ne me lancerai pas en politique. Et pour la première partie de ta question, en fait, c'est tout le sujet de cette vidéo. Donc, ce qu'on va faire, c'est rentrer tranquillement à la maison et continuer la discussion sur le canapé. Allez, c'est parti. Et voilà, on est de retour, comme je l'ai dit, sur le canapé pour pouvoir continuer cette vidéo. Et on arrive sur une partie où je vais m'exprimer de manière un peu plus personnelle, faire un bilan un peu plus complet de la chaîne, parce que oui, ça fait 3 années. Pour ceux qui me découvrent, ceux qui sont arrivés il n'y a pas forcément ultra longtemps, vous le savez, je m'appelle Davy, je fais des vidéos sur internet depuis beaucoup d'années, mais ça fait seulement 3 ans que j'ai pris ça un plat temps. Oui, en août 2022, j'ai décidé de ressusciter cette chaîne YouTube qui s'appelait à l'époque Voiture Lambda, qui a évolué en Monsieur Lambda et qui est devenu après Davy Auto. Et quand j'ai commencé cette chaîne, j'avais un but assez clair. J'étais pas forcément très satisfait de ce qui se faisait sur le YouTube Auto à l'époque, notamment en termes de traitement de voitures japonaises. Donc je me suis dit, plutôt que de me plaindre que ça n'existe pas, pourquoi ne pas le faire toi-même? Donc forcément, quand on commence, on a très peu d'audience, on n'a pas la légitimité ni la crédibilité pour tester des voitures, donc forcément, je me suis appuyé sur des amis et de la famille qui m'ont prêté leur voiture dans un premier temps. Ça m'a permis de construire une audience qui m'a, elle aussi, derrière, permis de contacter des constructeurs qui m'ont prêté leur véhicule via leur service presse. Et c'est important de parler de service presse, j'y reviendrai plus tard. Et après 2 années et demie de YouTube à plein temps, je dois vous le dire, je m'attendais absolument pas à en être là où je suis aujourd'hui. J'avais repris cette chaîne avec certains objectifs, mais ils ont été complètement explosés par la progression que j'ai connue ces 3 dernières années. Et pour répondre rapidement à cette question, parce qu'elle revient souvent lorsqu'on parle d'une activité sur YouTube, oui, aujourd'hui je peux vivre de mes vidéos, et c'est ça un petit peu le truc avec le YouTuber, c'est que vous passez très rapidement du youtubeur un petit peu galère qui galère un peu à payer ses factures, qui galère à remplir son frigo parce que c'est pas un revenu à temps plein, c'est seulement un revenu complémentaire dans un premier temps. Et en quelques mois, vous pouvez switcher sur quelque chose de beaucoup plus conséquent. Et c'est vrai qu'il y a 6 mois, dans ma précédente FAQ, je vous disais que c'était un petit peu galère de ce côté-là. Et là-dessus, il y a une explication assez simple à donner. Lorsque j'ai lancé le jeu concours de la Lexus IS 250 en printemps 2024, il fallait une structure pour pouvoir sécuriser ce concours. Ça ne pouvait pas se faire en micro-entreprise parce que oui, à la base, un youtubeur se paye via une micro-entreprise. C'était impossible d'organiser le concours avec cette micro-entreprise, donc j'ai créé une société pour pouvoir sécuriser le jeu concours. La société, elle est restée active jusqu'à maintenant. Et donc c'est cette même société qui a capté pendant plus d'1 an tous les revenus de sponsoring, tous les revenus publicitaires. Je ne vais pas nécessairement vous communiquer ces revenus-là, mais si ça vous intéresse, il suffit d'aller récupérer le bilan de ma société. Vous pouvez le trouver pour quelques poignées d'euros. Et donc en termes d'optimisation de revenus, c'était pas le plus génial. C'est-à-dire que pendant 1 an et demi, je ne me suis pas payé. Par contre, la société, elle vivait bien. Et là, vu que le jeu concours est terminé et que je ne compte pas en faire de nouveau dans un avenir proche, j'ai décidé d'arrêter cette société et de revenir en micro-entreprise. Et là, ça change tout puisque les revenus que captait cette société, ils reviennent directement dans la micro-entreprise. Je paye beaucoup moins de taxes et de cotisations dessus et donc ça me permet de me faire un salaire plutôt confortable, il faut l'avouer. Mais ces revenus confortables, ils ne sont possibles que grâce aux sponsors qui accompagnent cette chaîne. Et on peut encore les remercier, mais aussi, et j'y reviendrai légèrement plus tard, via un service de consulting, de conseil à l'achat que je propose à côté de l'activité de la chaîne YouTube. Et donc pour l'avenir de cette chaîne, parce que ce que je viens de vous expliquer ne sous-entendrait pas que ça va s'arrêter. Pourtant, il y a bel et bien quelque chose qui va toucher à sa fin. Parce que dans la vidéo de la R4 électrique, vidéo qui a pas mal fait parler, vidéo qui vous a pour la plupart bien parlé, dont vous avez compris mon propos, d'autres n'ont absolument pas compris le propos, et ça va être intéressant de vous expliquer. Je vais prendre un commentaire, certes la personne, elle a été complètement désobligeante, donc elle est maintenant dans les limbes des personnes qui sont masquées sur ma chaîne YouTube, parce que oui, je suis obligé des fois de masquer des gens qui ne sont pas respectueux en commentaire. Et cette personne, elle disait notamment qu'il était bizarre qu'en 4 jours, je n'ai fait que 180 km et que je ne puisse pas produire un essai correct. Voilà, là on va avoir un petit peu de contexte personnel. Les 2 premières années de ma chaîne YouTube, j'étais absolument à fond dessus. Août 2022, c'est le mois d'après la naissance de ma première fille. Comment vous expliquer que c'était assez compliqué à faire? Et en fait, pour que je puisse développer cette chaîne comme j'ai pu le développer, en étant littéralement à fond, que ce soit avec les essais, que ce soit avec les voyages presse que j'ai pu réaliser à partir de l'année 2024, parce que les marques m'ont beaucoup invité sur des OP, en fait, j'ai mis de côté un certain pan personnel de ma vie. Parce que c'est mon épouse qui s'est occupée de ma fille pendant 2 années complètes. Heureusement, j'ai quand même pu voir grandir ma fille, j'en suis extrêmement heureux, parce que ça reste un métier assez
flexible en termes de disponibilité, mais il faut comprendre que j'ai sacrifié énormément de ma vie personnelle pour en arriver là. Et ça, c'est pas forcément quelque chose dont je vais parler dans mes vidéos parce que ça ne vous concerne pas réellement. Mais quand je vois des commentaires de gens qui mettent en question ma crédibilité, mon authenticité et voire mon honnêteté par rapport à ce que je vous dis, je me sens quand même un petit peu obligé de mettre certaines choses au point et mettre les points sur les i par rapport à ma situation. Ce qui a changé en 2025 notamment, c'est que je m'occupe de ma fille beaucoup plus qu'avant. Notamment un jour par semaine où je m'en occupe pleinement. Il y a un jour dans la semaine où même si j'ai un véhicule qui m'a été prêté, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'essai, il n'y a pas de montage. Ce qui fait que si on passe un véhicule sur une période qui chevauche ce jour où je ne travaille pas, il va être assez compliqué de produire un essai complet sur le véhicule en question. Attention, c'est de ma faute. C'est moi qui ne devrais pas demander les véhicules sur ces dates-là. Mais je suis humain, je suis faillible, je ne suis pas parfait, même si je sais que les youtubeurs on a tendance à vous montrer que le meilleur de nous-mêmes. Des fois, on a des faiblesses et on fait des erreurs. Donc oui, désolé d'être un papa et un père de famille. Non, je suis pas désolé, je rigole. Et avec ce choix personnel que j'ai fait, je me suis aussi rendu compte d'une chose, c'est que la vie d'un essayeur auto, parce que je suis créateur de contenu, je ne suis pas journaliste auto, je suis un créateur de contenu, mais qui travaille pour avoir son contenu à produire avec des services presse. Donc des services, des intermédiaires qui, eux, me considèrent plus ou moins comme un journaliste. Des fois c'est complètement, des fois c'est pas du tout. Mais ça c'est peut-être pour une autre vidéo qui expliquera comment on peut organiser les essais et comment on fait pour avoir la crédibilité et la légitimité pour avoir des essais presse. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo pour vous expliquer vraiment comment ça se passe, les coulisses de la chaîne et qui concerne aussi la plupart des youtubeurs auto que vous connaissez, Mécanique Sportive, Sans Bornes, etc., etc. Donc voilà, j'essaye de faire avec une nouvelle organisation qui, pour ma part, me plaît pas mal. C'est aussi la raison principale pour laquelle vous ne voyez plus de vidéos type OP, type voyage presse, parce que il m'est physiquement impossible de les accepter. Après, je ne regrette absolument pas ma décision, et si c'était à refaire, je le referais à 100%. Mais non, je pense qu'on peut arriver au sujet principal tout de même de cette vidéo. On est peut-être à 17-20 minutes de vidéo avant qu'on arrive au sujet vraiment central. Et la réponse que je vais pouvoir donner à ce cher Mister Algérienne sur comment ça va se passer pour la suite. C'est pas la question qu'il m'a posée, mais la réponse que je vais lui donner va vraiment donner le ton pour la suite. Vous avez vu sur la vidéo de l'R4, j'ai exprimé une certaine lassitude, si je peux le dire comme ça. Oui, en fait, je suis assez fatigué, assez lassé de ce que devient le secteur automobile, en tout cas le monde de l'automobile actuellement, et les produits qui sont proposés en 2025 et qui vont arriver sur les 5 prochaines années. J'ai pas commencé cette chaîne pour faire des vidéos sur des voitures qui sont hors de prix, que la plupart des gens ne peuvent pas acheter, qui ne peuvent simplement que louer via des LOA ou des LLD. J'ai un avis assez précis sur la question, c'est pas le moment de le donner. Mais vous avez compris l'idée, c'est pas forcément excitant et quitte à faire un métier passionnel, il faudrait mieux qu'il l'amuse le plus possible. Il faut aussi comprendre que je suis une personne qui fonctionne par cycle. Lorsque j'ai recommencé ce projet de chaîne, je me suis donné 3 années pour faire la comptabilité de ce qui s'est passé, de bien, de moins bien. Je pense qu'en 2023-2024, c'était une très bonne chaîne avec du contenu très intéressant, contrairement à la fin de l'année 2024 et ce début d'année 2025, où le contenu est un peu plus rentré dans le rang. Je veux dire, ma différence que j'ai pu cultiver auparavant, je la trouve de moins en moins dans ce que je fais, même si ça me plaît toujours, mais je pense que ça a de moins en moins de valeur et de sens, et pour moi, et pour vous. Quand on teste une Renault Austral qui sort à 52 000 € sur la config qu'on passe, c'est compliqué, c'est ultra compliqué. Et ce qui va se passer concrètement sur cette deuxième moitié d'année 2025 et sur l'année 2026, c'est qu'on ne va pas arrêter la chaîne, je ne vais pas du tout arrêter la chaîne, c'est pas prévu, Dieu merci, mais que ça va pas mal changer, dans le sens où on aura moins d'essais presse. Il faut que les voitures que j'essaie soient beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus grand public. J'ai compris que je ne suis pas une chaîne passion, parce que dès que j'exprime un petit peu de passion, ça ne marche pas énormément. Je m'interdis pas de me faire des essais qui me font plaisir par moment, parce qu'il faut quand même bien s'amuser de temps en temps, mais je vais redéfinir mon contenu sur des véhicules qui sont beaucoup plus abordables. Qu'est-ce que je veux dire par abordable? Ce sont des véhicules qui ne sont pas hors de prix. Par exemple, je pense qu'il y a certaines marques qui respectent très bien ce cahier des charges, comme MG, et vous vous y trompez pas, parce que les essais de MG sur la chaîne cartonnent comme pas permis, mais vous allez moins me voir à essayer tout ce qui bouge, tout ce qui est possible de tester. Quand on commence une chaîne YouTube de mon type, c'est-à-dire presse, essai, on a tendance à dire aux youtubeurs, essaye d'attraper le maximum de marques possibles. Et en fait,
avec le recul, je pense pas que ce soit forcément une énorme stratégie. Ça disperse trop et je l'ai vu sur certains essais qui n'ont juste absolument pas marché sur la chaîne. Mais si le côté presse se réduit, c'est qu'on a quelque chose de nouveau qui va émerger. Et en fait, sur cette deuxième partie de l'année 2025, je voudrais mettre beaucoup plus l'accent sur des voitures d'occasion, donc des essais de voitures d'occasion et des conseils d'achat. Mais concernant les voitures d'occasion, c'est simple. Je vais de nouveau faire comme je faisais avant, solliciter mes proches pour pouvoir essayer leur véhicule. Vous sollicitez vous aussi, parce que sur mon site internet, il y a un formulaire que vous pouvez remplir pour me proposer vos véhicules à l'essai. Donc ça, c'est tout nouveau. Vous pouvez me proposer vos véhicules à l'essai en remplissant le formulaire ou envoyer un mail à hello@deviauto.fr pour me proposer votre véhicule. Vous me racontez un petit peu votre histoire, pourquoi pour vous c'est intéressant de me le montrer sur la chaîne et on discute. Franchement, avec grand plaisir. Ça, c'est la première chose, peut-être même la chose bis. Vraiment, la chose principale, c'est que j'ai envie de lier ça à mon activité de consulting, de conseil d'achat, et je voudrais que mon contenu s'accorde beaucoup plus aux prestations que je peux offrir à l'extérieur. Actuellement, je suis un créateur de contenu youtubeur auto, j'aimerais plus devenir un consultant automobile qui s'avère avoir une chaîne YouTube. Et cette transition-là, je veux l'opérer dès cette année-là. Ces prestations et cette formation que je prépare, c'est pas forcément pour vous, les plus assidus sur la chaîne qui regardez cette vidéo, mais vous avez compris que j'ai envie de capter un nouveau public et marquer une différence. Alors, j'en dirai pas forcément plus, vous verrez par la suite. J'avais Raiden qui me disait notamment en commentaire que les vidéos style canapé, ça lui suffisait, et ben je pense que oui, après 2 années et demie à avoir énormément parcouru en termes de kilomètres, j'ai besoin de me reposer un tout petit peu, de voir autre chose, de faire autre chose pour renouveler l'intérêt par rapport à cette chaîne. J'espère que vous serez avec moi dans cette aventure, et si vous ne l'êtes pas, il n'y a aucun problème, je serai très heureux d'avoir fait toute cette route avec vous jusqu'ici. En tout cas, merci pour votre soutien jusqu'ici. Et ceux qui continuent, merci pour votre soutien qui continue. Et avant de terminer cette vidéo, j'aurai quelques remerciements à adresser à beaucoup de personnes qui m'ont aidé. Je vais d'abord remercier en tout premier lieu mon épouse qui m'a énormément soutenu dans cette démarche-là. Et elle m'a toujours soutenu, coûte que coûte, pour le meilleur et pour le pire. Je remercie aussi mes parents et ma famille qui m'ont soutenu de tous bords. Mon mentor Abdenour, cette vidéo aussi, elle est pour toi. Je pense à toi. Et toutes les personnes qui ont pu m'aider au début de la chaîne en me prêtant leur voiture. Et côté presse, j'ai quelques personnes que j'aimerais aussi remercier, dont je vais prononcer les prénoms. Amélie. Amélie, merci à toi parce que tu es une des premières personnes qui a cru en moi lorsque j'ai commencé cette aventure-là. Et grâce à toi, j'ai passé pas mal de portes. J'ai gagné en crédibilité, en légitimité. Et ça ne serait pas arrivé si tu m'avais pas fait confiance, alors que d'autres ne croyaient pas en moi. Donc merci à toi Amélie. Et tous les services de Parc Presse aussi que je salue. Avec une dédicace particulière au Parc Presse de Volkswagen France. Vous êtes des hommes et des femmes de l'ombre. On ne pense pas assez à vous, parce que sans vous, rien ne serait possible. Et aussi, dernière dédicace à Marie de Toyota, à qui j'envoie une sacrée bise. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ouais, les formules, elles sont enregistrées désormais. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'à ce chapitre de l'aventure et j'espère que vous me suivrez sur le prochain chapitre, comme je vous l'ai dit. En attendant la prochaine, comme d'habitude, vous êtes safe. Je vous souhaite de bonnes vacances, hydratez-vous parce qu'il fait chaud et je vous dis peace.